Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver ce samedi 12 mars 2016 dans Action 7 qui revient votre rendez-vous hebdomadaire avec nous sur ce plateau. Nous recevons des analystes, des politologues, également des journalistes pour analyser, commenter l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes avec Bachir Fofana, il est journaliste. Bonjour. Bonjour. Également Mame Biram Wathie, très cher confrère, bonjour. Bonjour Mamouta. Il est donc journaliste à Walf Quotidien et Walf Net. Et puis nous allons donc parler de l'actualité de la semaine, le référendum du 20 mars, la campagne qui démarre ce samedi. Entre autres actualités de la semaine, nous allons nous intéresser également au Parti socialiste qui est en crise actuellement avec le secrétariat exécutif du dit parti qui a porté plainte contre X après les affrontements survenus samedi dernier lors d'une rencontre du bureau politique. Et puis, dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants toujours en déphasage. Nous allons donc terminer sur ce point toujours avec nos invités. Alors, je démarre avec vous, Mame Biram Wathie. La campagne pour le référendum qui démarre ce samedi. Mais on peut dire qu'elle a déjà démarré, n'est-ce pas? Oui, merci Mamanta. Je te remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Vous avez raison de dire que la campagne a démarré depuis fort longtemps, même si c'est aujourd'hui qu'elle devrait officiellement commencer. Donc, depuis quelque temps, depuis même l'annonce que le référendum aura lieu, comment ça s'appelle, nous avons vu les différents états-majors s'activer pour effectivement demander aux populations de se positionner, de voter oui ou non le jour du référendum. Donc, si quelque part une responsabilité devrait être mise en avant, je pense que ce serait, moi j'incomberais cette responsabilité-là au chef de l'État, puisque quelque part, depuis qu'il a annoncé le référendum, il n'a cessé de poser des actes allant dans le sens d'une campagne électorale que je n'appellerais même pas déguisée, parce que ce qui se fait au vu, au su de tout le monde. La première rencontre s'est tenue au niveau d'un grand hôtel de la place, où tous les responsables pratiquement de Benno Bokk Yakaar ont été conviés. Donc, à l'issue de cette rencontre-là, une autre également s'est tenue au niveau du Grand Théâtre. Et à chaque fois, il a été question de voter pour le oui. On ne peut pas également dire que les partisans du non sont restés cloîtrés dans leur salon. Eux également, quelque part, ne voulant pas laisser beaucoup trop d'espace au gouvernement. Donc ces partisans du non-là ont eu également à descendre sur le terrain et à battre campagne. Donc si aujourd'hui on dit que c'est le 12 que la campagne électorale commence, j'ajoute tout simplement officiellement puisque celle-ci a débuté depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, vous l'avez dit. Alors, la campagne qui a démarré depuis fort longtemps, comme l'a dit Mame Biram Wathie, alors cela incombe très certainement au chef de l'État, vu qu'il a également tenu des manifestations pour promouvoir le oui. Oui, merci Mamanta. Bonjour à Mame Biram et bonjour aux téléspectateurs. Effectivement, cette campagne, pour moi, elle a démarré depuis que le président de la République a annoncé son engagement de réduire son mandat. Parce que nous sommes, n'oubliez pas, en 2016, mais depuis 2012, cette question se tient en haleine l'actualité nationale. On a compté, je pense, 9 fois l'engagement du président à vouloir réduire son mandat et tout le temps un débat qui s'ensuit entre ceux qui disent nous sommes pour, nous sommes contre, etc. Entre-temps, on a mis en place la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions, qui avait pour mission de réfléchir sur l'armature institutionnelle de ce pays. La CNRI a déposé son rapport, je pense, en février 2014. Nous étions à quelques jours du groupe consultatif de Paris. En visite officielle en Chine, je me souviens, le chef de l'État avait même dit la CNRI a donné ses recommandations, j'en prendrai que ce que je veux. Entre-temps, on avait entendu le conseil juridique du président de la République dire que la CNRI a outrepassé ses prérogatives en proposant un avant-projet de constitution. Donc ce débat a été là
Depuis maintenant l'annonce de la date du référendum, effectivement, nous avons constaté qu'il y a une effervescence des deux côtés, ceux qui votent pour le oui comme ceux qui votent pour le non, et ça va dans tous les sens. Chacun essaie de développer ses stratégies pour convaincre l'électorat à rejeter cette proposition de réforme institutionnelle. Mais l'un dans l'autre, étant donné que nous avons été tenus en haleine depuis fort longtemps par ce débat, par la seule volonté du chef de l'État, on peut effectivement dire que s'il y a quelqu'un qui est le premier responsable, il faut le pointer, c'est le président de la République, dans la démarche pour arriver à ce référendum. Mais en quelque sorte également, il faut dire que c'est le débat démocratique. Au moins, je préfère ça qu'aux insultes et aux jeux de PR que nous avons connus. Est-ce qu'on peut parler de débat démocratique du moment où il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de concertation? Il avait annoncé des concertations, mais... Bon, maintenant, la question est plutôt de savoir, il faut faire peut-être l'historique de ce projet de réforme pour dire qu'est-ce qu'on appelle exactement consensus. Parce que, remarquez, c'est la 4e fois depuis que le Sénégal est indépendant que les Sénégalais sont convoqués en référendum. La première, c'était en 1963, après les événements entre Senghor et Mamadou Dia. Donc, il fallait recentrer les pouvoirs autour du président de la République parce qu'il faut savoir que l'essentiel du pouvoir était entre les mains de Mamadou Dia. Parce que lui était Premier ministre et en même temps ministre de la Défense. Nous allons reparler pour faire une analyse comparée. Effectivement. Voilà, donc la deuxième fois que nous avons été convoqués en référendum, c'est en 1970 pour l'instauration du poste de Premier ministre. Donc ce que Senghor avait arraché à Mamadou Dia, il a essayé de le redonner dans un nouveau poste avec moins de pouvoir. Et c'est ce qui avait valu que Abdou Diouf a été Premier ministre de 1970 jusqu'à ce qu'il soit président de la République. Donc, le troisième référendum que nous avons connu, c'est le référendum de 2001, du 7 janvier. Nous allons y revenir, Bachir Fofana. Non, mais en fait, c'est vous avez juste parlé pour dire, tantôt de démocratie. Voilà, c'est pour dire que ce 4e référendum, c'est la conséquence d'une situation politique, à mon avis, qui s'est détériorée entre 2007 et maintenant. N'oubliez pas qu'entre-temps, il y a eu les assises nationales. Poser des choses. Ces assises nationales, c'était plus ou moins l'architecture de ces candidatures qu'étaient le Benno Siggil Sénégal de Moustapha Niasse et le Benno Ak Tanor de Ousmane Tanor Dieng. Aujourd'hui, Macky Sall arrivé au pouvoir, il avait dit « Je m'engage à appliquer les conclusions des assises nationales ». Et l'une des conclusions fondamentales des assises nationales était de revoir, de réformer nos institutions. Donc aujourd'hui, ceux qui avaient participé aux assises nationales, qu'ils soient de la société civile ou des partis politiques, ils étaient en amont, disons, à l'élaboration de ce projet. Maintenant, est-ce que ce qui avait été projeté dans les assises, c'est ce qu'on retrouve exactement dans le projet de réforme? Je pense que c'est non. C'est à ce niveau peut-être que les gens parlent de manque de concertation, mais tout le monde est d'accord qu'il faut réformer nos institutions, parce que s'ils fonctionnaient correctement, on n'aurait pas peut-être besoin de les réformer. Si on les réforme, c'est parce qu'il y a des choses qui méritent d'être changées pour approfondir davantage la démocratie dans ce pays. Donc, si maintenant on devrait dire qu'il n'y a pas de consensus parce qu'on ne les a pas appelés avant de proposer, effectivement, moi j'aurais souhaité que les propositions de réforme soient discutées, validées, avant qu'elles ne soient présentées aux citoyens pour leur adoption. Mais malheureusement, le chef de l'État a fait un discours à la nation le 31 décembre pour dire voici les 15 points de réforme que je vais soumettre comme avis au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donné un avis ou une décision, peu importe, et c'est cette décision a été justement celle-là qu'on applique. Est-ce que maintenant la concertation, c'était avant l'avis ou après l'avis? Là également, c'est une question que moi je ne saurais trancher parce que je ne suis pas juriste. Ouais, mais le chef de l'État était revenu pour parler de concertation, donc de retour de son voyage à Addis Abeba. Toujours par rapport aux concertations, des échanges, les dialogues, il y a également... collectif de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal qui prône un report. Est-ce que cela explique le fait qu'ils ont faussé? Le débat a été biaisé, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu d'échange là-dessus? Voilà, je pense que tous ceux qui ont jusqu'à présent demandé à ce que le référendum soit reporté, il me semble
qu'ils ont argumenté leur position par rapport à ce manque de concertation, puisque quelque part, c'est compréhensible. On entend certains dire que quelque part, pour des réformes qui engagent la vie d'une nation, la consolidation d'une démocratie, il est utile de convier tout le monde autour d'une table, afin, comme l'autre vient de le dire, de discuter sur véritablement les différentes propositions qui sont faites. Donc cela n'a pas été le cas. Donc il y a même un opposant qui expliquait quelque part que le référendum a été organisé au forceps et à pas de course, pour dire quelque part qu'il n'y a pas eu assez de recul, il n'y a pas eu assez le temps qu'il fallait prendre pour quelque part appeler les uns et les autres autour d'une table n'a pas existé. Donc on peut dire que c'est une démarche cavalière du chef de l'État qui quelque part parce que moi je ne partage pas l'idée selon laquelle les propositions qui sont faites constituent véritablement une continuation de ce que des propositions faites par la CNRI. L'UDF Mbolomi, qui organisait avant-hier une conférence de presse à laquelle j'ai pris part, disait quelque part que sur la centaine d'innovations proposées par la CNRI, le président Macky Sall n'en a pris qu'une dizaine. C'est ce qu'ils ont dit. Donc pour dire que quelque part, dire que les 15 propositions qui sont aujourd'hui soumises au référendum constituent une émanation des conclusions des assises nationales ou de la CNRI. Moi, je pense que c'est quelque part juste pour essayer d'endormir certaines personnes ou quelque part essayer de créer un amalgame qui permettrait peut-être aux initiateurs de ces propositions-là de s'en sortir ou bien de capitaliser toutes les forces-là qui tournaient autour des assises nationales et qui, quelque part, plébiscitaient les conclusions de la CNRI. Voilà. Donc, toujours par rapport à ce référendum, juste dire au niveau de la régie, si l'on peut préparer l'élément de Oumar Kairé. Il s'est rendu donc, il a fait le tour au niveau des artères de la capitale pour tendre son micro à des élèves, des étudiants également, par rapport donc à la faute notée sur certaines affiches publicitaires. Bon, certaines affiches par rapport donc à cet enseignant, cette devise, un peuple, un but, une foi, donc écrit avec F-O-I-E. Voilà, donc une fois écrit avec F-O-I-E. Donc du côté de la régie, si l'on peut caler l'élément, on l'aura, voilà, tout à l'heure. Et puis nous avançons toujours avec cela. Je l'ai dit tantôt, Bachir. Oui. Donc les artères de Dakar qui ont changé de visage avec des affiches, des panneaux publicitaires sur lesquels sont notés donc ce référendum, bourré de fautes. Disons, avec le devise un peuple, un but, une foi, franchement, c'est aberrant, disons. Bon, disons que c'est une grosse faute qui incombe aussi bien à l'agence qui a réalisé cette affiche qu'au donneur d'ordre, celui qui a commandé cette affiche. Donc, l'agence en question s'est fendue d'un communiqué pour s'excuser, pour dire que la faute lui incombe. Nous qui travaillons dans le secteur de la com savons ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer. Donc, une fois que vous faites une commande auprès de quelqu'un, ce quelqu'un-là, une fois qu'il a fini de faire sa commande, il vous donne pour validation avant impression. Donc, cette validation avant impression, pour moi, il n'y a pas une, il y avait deux grosses fautes. Donc, d'abord, c'est un peuple, un but, une fois avec eux. Et ensuite, on a dit voter avec EZ. Le voter, ça donne une injonction. Nous ne sommes pas dans une injonction. On invite les gens à voter. Il y avait peut-être il fallait mettre point ER. d'exclamation. Non, il fallait mettre ER. C'était voter. C'est un acte citoyen. Voter, c'est un acte républicain, etc. Mais voter un acte citoyen, c'était pas correct. Et aujourd'hui, les affiches ont été corrigées. Ils ont enlevé les affiches où il y avait des fautes et pour remettre. Et d'ailleurs même, il y avait une troisième, grief, un troisième grief à cette affiche, c'était que le nom n'était pas très visible. Et certains de ces partisans du nom avaient même pensé que le ministère de l'Intérieur
faisait la promotion du oui pour mettre plus en exergue le oui que le non. Oui, le oui était plus visible. Ok, donc maintenant le oui était plus visible, mais sur les nouvelles affiches, le non est aussi visible que le oui, toujours en couleur rose, avec la foi qui a perdu le E et le voté qui est revenu avec le R. Donc effectivement, c'est des impairs qu'on aurait pu s'éviter, qui décrédibilisent un peu l'organisation de ce scrutin, qui quand même est important et fondamental. Il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes là à réfléchir sur l'avenir de ce Sénégal. Nous sommes là à réfléchir sur quel Sénégal nous voulons et quel Sénégal nous voulons laisser à nos enfants. Et ça, c'est important. Ça passe par avoir une constitution qui soit partagée, consensuelle et sur laquelle tout le monde se retrouve. Donc, est-ce qu'on discute du fond des questions soulevées ou des propositions soulevées, ou est-ce qu'on discute du wah-wahet prêté au président qui n'applique pas? Est-ce qu'on discute des petites erreurs? Donc voilà à peu près à ce niveau. Nous allons évoquer tous les points. Tous les points ont été évoqués, voilà, le wah-wahet du chef de l'État, ainsi que voilà, le débat de fond, les 15 points, nous l'avons évoqué. Donc nous allons y revenir. L'homme fait signe que l'élément est sur place. Nous allons revoir l'élément déjà passé dans nos éditions d'information et puis nous revenons pour donner la parole à Mame Birame Wathie. La devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Sur certaines affiches invitant à voter oui au prochain référendum, postées dans différents endroits de la capitale. Ce qui attire l'attention est qu'on a écrit foi avec un E à la fin, ce qui est une faute d'orthographe pour ces élèves qui nous livrent un apprentissage sur la différence entre ces deux mots. C'est la foi qui se trouve dans la devise du Sénégal. Ça s'écrit F-O-I. Il fallait l'écrire avec F-O-I, tout simplement. Mais la foi, F-O-I-E, fait référence à l'organe. Et le professeur de lettres, Modou Diouf, de récapituler, puisque la répétition est pédagogique. Foi, F-O-I-E, signifiant l'organe se trouvant chez l'homme ou la plupart des vertébrés. Masculin, singulier. Le foie, même si ça comporte E, dit le foie, F-O-I-E. Il y a également foi, la foi, F-O-I, qui veut dire la croyance. Pour Modou Diouf et ses élèves, ce genre d'erreur est impardonnable, surtout quand elles viennent de l'administration à son plus haut niveau. C'est l'État parce qu'on ne peut pas endosser la responsabilité aux promoteurs, mais il y a également ces gens-là qui avaient fait la commande. Voilà. Donc si on fait la commande, obligatoirement, on doit véritablement lire et relire ce qu'on propose aux promoteurs. C'est une faute monumentale qui offense toute la population sénégalaise, puisque c'est notre devise. Beaucoup d'élèves et même les étudiants à l'université peuvent faire ce genre d'erreur. C'est une erreur de frappe, mais je peux dire qu'il ne fallait pas commettre au niveau des affiches. Parce que nous, Sénégalais, on a tendance à copier tout ce qu'on voit, pensant que c'est la vérité, bien sûr. Plus compréhensive, cette parent d'élève invite les autorités à rectifier le tir. L'erreur est humaine. Ils n'ont qu'à rectifier, au moins pour que les élèves, surtout ceux qui sont à l'école élémentaire, sachent que foi avec eux, c'est l'organe et l'autre foi, c'est la devise. La devise du Sénégal, vidée de son sens à cause d'une faute d'orthographe. Le référendum du 20 mars n'en finit pas avec ses surprises. Mais c'est déjà fait, hein? Le coup est déjà parti. Normalement, il doit y avoir prêt à diffuser avant de passer aux affiches. Mame Birame Wathie. C'est impardonnable venant de l'État quand même. Oui, moi je pense que c'est un désastre. C'est à l'image du référendum dans sa globalité. Une consultation, une élection ne peut s'organiser en moins de 2 mois. Ce n'est pas possible. Donc ces manquements-là dénotent tout simplement de l'amateurisme qui prévaut présentement
et qui entourent l'organisation de ce référendum-là. Certains ont eu à le dire, mais vous voyez certains observateurs dans certaines contrées du Sénégal, ça va poser problème. Ça va poser problème. Et ces affiches-là, comment dire, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Protection civile qui les a commandées. Donc comment est-ce qu'on peut fabriquer une affiche? Sur place, on ne remarque pas l'erreur. On draine ce panneau publicitaire-là jusqu'à des kilomètres pour, comment ça s'appelle, le monter sans s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et comment dire, cette faute n'est pas banale. Moi, je pense qu'elle aurait pu être décelée avant même que les panneaux ne soient montés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est à l'image du référendum tout simplement. Depuis que le Sénégal existe, je ne pense pas qu'il y a eu une consultation électorale qui a été aussi controversée. Donc même certains partisans du président de la République comprennent que véritablement il y a plusieurs problèmes. Et moi je pense que les erreurs, on n'en a pas encore fini. D'autres vont poindre parce que quelque part, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est l'organisation même du référendum qui a été précipitée. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un désastre. Donc, quatrième référendum, le quatrième référendum au Sénégal, vous l'évoquiez tout à l'heure, Bachir Fofana. Donc, on va essayer de faire une analyse comparée avec les référendums qui ont précédé. Donc, le premier référendum, c'était en 1963, vous l'avez dit, avec, rappelons, comme taux de participation presque 95% et le oui l'avait emporté avec 99%. Donc, ce référendum suppression du poste du Premier ministre, juste après les différends entre Mamadou Dia et Senghor à l'époque. Alors, en 1970, il y a eu le deuxième référendum donc, qui consistait à restaurer le poste de Premier ministre avec comme taux de participation près de 95%. Le oui l'avait remporté avec 99%. Et puis en 2001, avec Wade, qui proposait donc qui faisait une consultation par rapport à la réduction du mandat, entre autres points, donc qui avait comme taux de participation 65% avec 94% de oui, si je ne me trompe, voilà, ce sont les chiffres. Alors, ces deux défis sont à remporter quand même. Effectivement, pour moi, l'enjeu du référendum de ce 20 mars, c'est le taux de participation et le niveau de oui. Bon, si bien sûr le oui venait à l'emporter. Parce qu'il y a des oui qui l'emportent qui équivalent à des non. Parce que si, par exemple, le chef de l'État devait se retrouver avec 50 plus 1%, ça voudrait dire qu'un Sénégalais sur deux aurait rejeté son projet de référendum. On dira toujours qu'il l'a remporté, mais qu'il l'a remporté d'une courte tête. Et ça, c'est un signal fort à l'endroit de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ce taux de participation, plus il est important, plus ça dénote, à mon avis, d'un niveau d'appropriation de ces réformes. D'appropriation positive ou d'appropriation négative, bien entendu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les référendums, quand même, d'après les chiffres que vous avez donnés, ont été de forts moments. De forts moments. De forts moments. Et si on devait comparer ces référendums des années précédentes à celui d'aujourd'hui? Bon, à celui-ci, moi, je ne parierais pas à avoir un taux de participation très élevé. Pourquoi? Il y en a certainement peut-être qui n'ont pas de carte d'électeur, qui ne l'ont pas eu. Depuis que les gens ont voté, la dernière fois, c'était en 2014. Certainement que certains, ils doivent rechercher leur carte électeur pour voter. Il y en a pour qui ils ne trouvent pas l'intérêt d'aller voter. Il y en a qui sont déçus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout ce référendum est polarisé par sur la réduction du mandat qui n'est pas concerné et qui, pour certains, ne voient pas l'intérêt d'aller voter. Parce que n'eût été cette partie du référendum qui concerne le mandat, sa réduction et sa durée, le reste des réformes aurait pu être passé par l'Assemblée nationale. Donc voilà, on ne voit plus l'intérêt de le faire pour certains, il y a d'autres qui verront l'intérêt. Donc autant on aura un taux de participation assez élevé, autant on arrivera à un niveau d'appropriation important.
Donc, n'oublions pas qu'on vote oui et non, mais quand même, il y en a qui prônent le boycott. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ceux qui prônent le boycott, si le taux de participation est faible, ils diront nous avons gagné. Ceux qui prônent le non aussi, ils penseront que parce que le taux de participation est faible, qu'ils ont gagné. Ceux qui prônent le oui, c'est le nombre de personnes ou le pourcentage d'électeurs qui iront au vote et le pourcentage du oui qui va leur permettre véritablement de dire nous avons effectivement gagné ou c'est une victoire étriquée. Voilà, Mambiram Watt, si vous devez faire une analyse comparée par rapport donc, à ce référendum et ceux des années précédentes. La première observation, c'est tout le bruit qui entoure ce référendum-ci. Même si en 2001, les Sénégalais avaient massivement voté, on n'avait pas entendu autant de critiques par rapport à un référendum. Donc, en 2001, je pense que, même si je ne me rappelle des différents points, je pense que le référendum les points qui ont été proposés prenaient quelque part en charge la démocratie sénégalaise. Comment est-ce qu'elle doit s'améliorer? La réduction du mandat, il y avait également la suppression du Sénat. Non, le référendum de 2001 donnait une nouvelle constitution. C'était une nouvelle constitution avec des réformes qui étaient venues. C'est vrai que sur le référendum du 2001, quand même, il faut dire qu'il n'y avait que 2 ou 3 partis qui avaient appelé à voter non. C'était le Jëf Jël, c'était le PIT et je pense le Ñakk Jariñu, si je ne me trompe pas. Mais pour le reste, tous les autres partis, au pouvoir comme opposition, avaient appelé à voter oui. Le Parti socialiste disait à l'époque que ce projet de constitution présenté n'est pas si différent du projet qu'on voulait changer. Donc ils votent oui. Et tous ceux qui étaient dans la mouvance FAL, Front pour l'alternance, avaient voté oui. Donc c'est un peu ça qui différencie ce référendum-là de celui de 2001. L'autre point également qui peut expliquer l'engouement qui prévalait en 2001, c'est que le président Abdoulaye Wade avait organisé le référendum tout juste après son élection, en janvier 2001. Il continuait à bénéficier d'une certaine notoriété auprès des populations, de sorte que dès qu'on a parlé de référendum, les Sénégalais se sont très vite intéressés. Contrairement au président Macky Sall qui a attendu 4 ans, Bachir disait tout à l'heure qu'il a tenu en haleine les Sénégalais pendant 4 ans, 4 ans durant lesquels il a répété un peu partout qu'il allait respecter son engagement et faire un mandat de 5 ans. Donc s'il se réveille un bon jour pour dire que je vais faire 7 ans et je vais vous proposer comme référendum des réformettes en quelque sorte, parce que quelque part, sur les points sur lesquels on l'attendait, c'est comment déconcentrer tous les pouvoirs qui sont donner davantage de pouvoir à la magistrature, faire de sorte que le président de la République ne puisse plus être le leader de son parti. Donc tous ces points-là ont été occultés par ce référendum-ci et de mon point de vue, cela participe également à décourager certaines populations qui estiment que le référendum a été, la quintessence même du référendum a été occultée. Donc si quelque part les autres référendums, vous avez cité tout à l'heure les points précis qui qui constituaient quelque part le toile de fond de ces consultations. Par rapport à ces référendums-ci, on nous envoie des expressions vagues, creuses qui n'ont à proprement parler rien de palpable quand on parle de nouveaux droits. Nouveau droit, ça ne veut absolument rien dire. L'homme naît avec des droits qui sont inaliénables. Donc, ça, c'est une des raisons qui peut expliquer cela. L'autre raison également, c'est que, en 2001, pratiquement, à part le Parti socialiste qui venait de perdre le pouvoir, toutes les autres forces politiques étaient autour de Maître Wade. Donc cela avait également participé avant de boucler, de conclure par rapport à cette question, je voudrais juste rappeler une chose. J'ai suivi avant-hier à la BOF, il y a quelques jours, à la télé, un responsable de l'APR
dire devant les caméras qu'en 2001, le taux de participation était de 23%. Et que cette année-ci, ils vont tout faire pour dépasser les 24%, de sorte que, comment ça s'appelle, le défi du taux de participation soit relevé. J'avais même écrit un papier lui demandant si est-ce qu'elle maîtrisait, parce qu'il s'agit d'une dame, si est-ce qu'elle maîtrisait véritablement l'histoire du Sénégal. Parce que dire que le taux de participation en 2001 c'était de 23% et qu'il fallait quelque part faire tout pour avoir 25% et de s'en sortir, je pense que c'est d'une part méconnaître l'histoire du Sénégal et également manquer d'ambition. Parce que si on propose quelque chose, même si les propositions ne sont pas consistantes, on doit pouvoir intéresser les Sénégalais. Il n'y avait même pas besoin de battre campagne. Mais aujourd'hui, la campagne qui n'est pas visible, c'est celle que mène le président de la République à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà lu 2 ou 3 de ces tweets appelant les Sénégalais à voter oui. Et il faut rappeler que c'est son décret, un décret qu'il a signé lui-même, qui indique que la campagne pour ce référendum-ci débute aujourd'hui 12. Effectivement. Donc si le président de la République qui établit les règles se met à les fouler du pied, donc on peut véritablement se poser des questions. Donc c'est le point avec lequel on a démarré, hein. Voilà. La campagne qui devait démarrer ce 12, qui a démarré depuis belle lurette, donc c'est ce qu'on a évoqué. Tout ça, c'est parce que quelque part, le président Macky Sall, il comprend que le oui l'emporte ne suffira pas. Effectivement. Il va falloir que les Sénégalais sortent en masse, que le taux de participation puisse dépasser les 70% pour que au moins ils puissent dire que ça s'est bien passé. De mon point de vue. Oui, il faudra éviter la manipulation aussi. Il faudra l'éviter, effectivement. Oui, pour moi, effectivement, comme le dit Mambiram, ce référendum est un test sur la popularité ou non quelque part de Macky Sall, et c'est ça qui biaise le débat. Ce débat a été biaisé parce que ce projet de réforme met en avant des réalisations que Macky Sall n'aurait pas faites, met en avant le niveau de paupérisation de ce pays, met en avant le non-respect de la parole donnée et très peu sur le contenu des réformes. Et Macky Sall, en répondant sur ce terrain, est en train, lui également, de jauger sa popularité dans ce référendum. Plus le taux de participation est important, plus il pourra dire « j'ai été élu par 65% de Sénégalais ». Si aujourd'hui 65% de Sénégalais ou 70%, comme le dit Mambiram, ont plébiscité ma constitution, mes projets de réforme, ça voudrait dire que je garde intacte la base affective des personnes ou de l'électorat qui m'avait élu. C'est à ce niveau que se situe pour moi cet enjeu et qui biaise le référendum parce qu'on ne discute plus du fond, du contenu, de la pertinence des propositions ou de leur impertinence, mais on discute d'un homme. Et pour moi, le référendum, ce n'est pas le bilan de Macky Sall. Il faut éviter d'en faire un problème de bilan. Parce que le bilan du président Macky Sall, on le fera aux législatives à venir, parce que les législatives à venir seront une occasion de donner un signal à ce pouvoir. Si le pouvoir perd la majorité, à supposer, ça voudrait dire que les électeurs ont sanctionné Macky Sall à mi-mandat. Ensuite, maintenant, à la présidentielle en 2019, si là-bas également, il présente un bilan, ce bilan sera apprécié par chaque Sénégalais qui pourra le reconduire ou éventuellement le changer. Effectivement. Oui. Voilà. Donc, nous poursuivons toujours. Si c'est le non qui l'emporte, hein, on peut dire que si jamais le non l'emporte aussi, Mambiram, ce serait un fait politique inédit en Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, je dis bien en Afrique, le oui qui l'emporte. Mais si jamais le non l'emporte? Oui, le président Macky Sall lui-même l'a dit dernièrement. Devant ses militants, il expliquait que depuis que le Sénégal est Sénégal, les Sénégalais n'ont jamais dit non. Donc, quelque part, ça peut participer à le conforter dans sa position. Mais moi, je pense qu'il va falloir faire très attention avec cette consultation aussi, parce qu'elle intervient à un moment particulier, entre guillemets.
Et si le non venait à l'emporter, on peut dire sans risque de nous tromper que ce serait un véritable désaveu pour le président de la République. Parce que quelque part, c'est lui qui a appelé à ce référendum. Même le jour de l'annonce, il a explicitement demandé aux Sénégalais de voter oui. Effectivement. Donc si il faut quelque part comprendre que pour un référendum, les gens ont plus tendance à comment ça s'appelle, à répondre à celui qui pose les questions, non, et pas aux questions en tant que telles. Je ne sais pas si vous m'avez un peu saisi ou pas. Donc c'est au-delà du oui et du non, c'est au président de la République lui-même que les gens vont répondre le 20 mars prochain. Si le non l'emporte, son conseiller juridique a expliqué dernièrement que le président Macky Sall n'est pas de Gaulle, ça nous l'avions compris. Oui. Mais prenant un peu l'exemple du président français, on peut quelque part rappeler qu'en 59, au moment 69, excusez-moi, au moment du référendum français, il avait remis une lettre à un de ses conseils, lui disant que si le non venait à l'emporter, donc ma démission, je n'ai même pas besoin de revenir là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ça concernant le président Macky Sall? Je dirais non. Lui-même l'a indiqué. Son ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il s'agissait d'une simple consultation. Donc, quelque part, même si le non venait à l'emporter, je pense que le président Macky Sall va quelque part essayer de s'organiser pour que, comment ça s'appelle, cette configuration politique ne puisse pas être renouvelée au niveau des élections législatives qui vont suivre. D'accord. Mais si le non l'emporte aussi, on peut dire que c'est signe de maturité démocratique. Hein? Ce serait signe de maturité démocratique, effectivement, mais on pourrait penser également que ce serait signe de contradiction du peuple sénégalais. Je m'explique. Donc, n'oublions pas, comme je l'avais dit tantôt, que ce projet de réforme a une histoire depuis les élections de 2007, avec Wade qui avait gagné au premier tour, l'opposition de l'époque qui avait boycotté les législatives, qui avait ensuite appelé à organiser les assises nationales qui étaient l'architecture de la gouvernance des candidats de l'époque, Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall qui a rejoint par la suite l'opposition pour dire j'épouserai les conclusions des assises dont l'une disait j'ai réduit ce mandat. Donc il y a toute une histoire. Quand même, il y a un profond besoin que les Sénégalais ont exprimé d'avoir une architecture institutionnelle beaucoup plus conforme à notre standard de démocratie dont nous nous prévalons. Ce que nous avons actuellement n'est pas conforme, il faut le dire. Ce que nous avons actuellement n'est pas conforme à nos standards démocratiques. Comme le disait Mambiram, il y a une hyper présence du président sur les institutions. On se souvient que même dans cette législature-ci, au moment de voter pour l'installation du bureau de l'Assemblée, on a vu un ministre venir dire le président a dit voici mes candidats. Donc ça, quand même, c'est des exemples qui montrent peut-être que la toute-puissance de ce pouvoir sur les autres pouvoirs. Donc il était question de rééquilibrer les pouvoirs. Et les propositions qui ont été faites, à mon avis, vont dans le sens de rééquilibrer les pouvoirs. Parce que si aujourd'hui on prend un exemple qu'on donne, c'est-à-dire on dit à l'Assemblée nationale, vous avez la latitude d'évaluer, je dis vous avez la latitude d'évaluer les politiques publiques, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système où c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget, c'est-à-dire c'est l'Assemblée nationale qui fait des autorisations à l'exécutif pour exécuter des projets et programmes. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, il a cette latitude, on lui donne maintenant la latitude de venir évaluer après ce qui a été fait, est-ce que ça a été conforme avec ce qui avait été autorisé, pourquoi ce n'est pas conforme et qu'est-ce qu'il faut changer. Ce pouvoir-là, même si peut-être les députés ont la latitude de convoquer qui ils veulent, n'avait pas été expressément écrit sur cette constitution. Donc voilà à peu près quand même un niveau pour moi ou un élément de rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Maintenant, quand même, il faut dire
qu'il y a des propositions qui n'ont pas été jusqu'au bout. Je m'explique. Je prends aujourd'hui le Conseil constitutionnel où on augmente les membres à 7. Macky Sall l'avait annoncé dans son programme Yoonu Yokkute. Il avait dit, je vais amener le Conseil à 7, je vais élargir ses compétences. Là, les assises comme la CNRI, ils ont dit la même chose, même jusqu'à parler de cour constitutionnelle. Oui. Mais Macky Sall était allé beaucoup plus loin dans sa proposition. Sa proposition, c'était quoi? Il dit, nous allons avoir 7 membres. Les 3 seraient désignés par lui, dont le président. 2 seraient désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 autres seraient désignés par l'Assemblée nationale à raison de 1 par la majorité, 1 par l'opposition. Mais dans le nouveau projet qu'on nous donne, aujourd'hui, on nous dit les 5, lui le président qui les désigne. Les 2, c'est le président de l'Assemblée nationale qui les propose sur une liste de 4. Donc, on n'est pas allé très loin ou on n'est pas allé au bout de lui ce qu'il nous avait donné comme engagement. Donc, voilà à peu près. Mais je pense que tous les Sénégalais ont compris qu'il faut réformer nos institutions pour davantage ancrer la démocratie comme système. Mais maintenant, si le non venait à l'emporter, ce serait, pour moi, à mon avis, le seul fait que les Sénégalais ont sanctionné plus le wah-wahet que les réformes. Le wah-wahet, donc une sanction du wah-wahet, donc des réformes, comme l'a dit Bachir Fofana. Vous allez terminer par là. Si jamais le non l'emporte, Mame Birame Wathie, voilà, une première en Afrique. Oui, ce serait comme j'ai dit tantôt, un véritable désaveu pour le chef de l'État qui devrait, même s'il a annoncé le contraire, en tirer toutes les conséquences. Exactement. Et s'il faut même rendre le tablier et organiser d'autres scrutins. Et nous allons avancer toujours avec une autre actualité, mais toujours qui a trait toujours avec le référendum, la crise qui secoue le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste divisé en 2, donc une scission notée avec le secrétaire général, si je ne me trompe, Tanor Dieng, qui dit oui au référendum. Il y a certains partisans de Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall qui soutiennent donc le camp du non contre le camp du oui. Alors, une plainte contre X déposée par le secrétaire après les affrontements survenus samedi dernier lors d'une rencontre du bureau politique. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous analysez ces remous au sein du parti, donc causés par cette division entre les 2 camps, le oui et le non? Oui, c'est les dégâts collatéraux de ce fameux référendum. Et je dois rappeler que, à part le Parti socialiste, il y a également d'autres formations politiques qui ont été sévèrement secouées par cette consultation. Notamment la gauche. Gakou a été quitté par Gaston Mbengue. Au niveau également de la CDS, les partis de gauche qui avaient, trouvé un consensus et une dynamique unitaire, est parti et volait en éclats. Certains partis appellent à voter oui, tandis que d'autres demandent à voter non. Concernant maintenant le Parti socialiste, je pense que la confrontation à laquelle nous assistons présentement a été à de nombreuses reprises différée. Le référendum est peut-être le prétexte idéal pour mettre en avant ces divergences qui existent depuis un certain temps au niveau du PS. Rappelez-vous, aux dernières élections locales, Aïssata Tall Sall avait fait état quelque part du soutien du Parti socialiste qui lui faisait défaut. Elle avait même indiqué que c'est Maître Abdoulaye Wade qui est venu la soutenir au moment où son parti lui tournait le dos. Donc, si tous ces problèmes-là ont ressurgi, c'est parce que, quelque part, de mon point de vue, le Parti socialiste n'est plus ce qu'il était. Il a certes perdu le pouvoir,
mais les gens s'attendaient à ce qu'il y ait, comment dire, une certaine unité par rapport aux militants et responsables qui ont su, comment ça s'appelle, garder le cap après l'élection de 2000. Donc, Ousmane Tanor Dieng qui appelle à voter non, je pense que c'est à voter oui, excusez-moi un peu. Il est logique avec lui-même. Depuis que le président Macky Sall a été élu à la tête de ce pays, il se donne comme il se veut comme un de ses plus fidèles alliés. Donc de ce point de vue-là, il ne doit pas être surprenant qu'il appelle aujourd'hui à voter non. Mais est-ce que sa position doit pouvoir hypothéquer les ambitions de certains responsables qui, dans le parti, estiment quelque part qu'ils ont également besoin de tenter leur chance et de se mesurer au chef de l'État, Macky Sall. Donc c'est là, il me semble, le fond du débat. Le fond du débat, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une grande partie du Parti socialiste qui demande aujourd'hui à voter non, contrairement au mot d'ordre qui émane du bureau politique. Cela pose problème, parce que comme vous l'avez libellé, la guerre des héritiers, eux, ce sont des héritiers du Parti socialiste. Macky Sall peut dire que l'APR, c'est mon parti. Moustapha Niasse peut se dire l'AFP, c'est mon parti. Mais Tanor ne peut pas dire ça. D'ailleurs, il a été imposé lors du fameux congrès sans débat. Voilà, en 80. Donc, c'est tout simplement pour dire quelque part que le recul que ces responsables-là devraient avoir par rapport à cette formation politique qui, depuis bien avant même l'indépendance, existe, ça n'a pas été le cas. Et quelque part, moi je pense que, étudiant un peu cette situation-là, je me dis que c'est ce qui constituait la force de Khalifa Sall qui est en train aujourd'hui d'être sa faiblesse. Parce que, rappelez-vous, au lendemain de la victoire de Maître Abdoulaye Wade, pratiquement tous les socialistes qui n'étaient pas venus renforcer la mouvance présidentielle se voulaient étaient un peu en recul et prenaient davantage leur distance. Khalifa Sall, quelque part, personne ne l'attendait, personne n'a entendu parler de lui jusqu'en 2009, où beaucoup n'ont pas compris par quelle magie il est parvenu à récupérer la mairie de Dakar. Donc si quelque part cette discrétion, comment ça s'appelle, ne pas vouloir dès le départ afficher ses ambitions l'a réussi jusqu'à présent, je pense que cette stratégie-là ne peut plus prévaloir. Il a eu l'occasion à leur dernier congrès de faire valoir ses ambitions et de disputer le parti à Ousmane Tanor Dieng. Il n'a pas pris son courage à deux mains pour affronter Ousmane Tanor Dieng. Dernièrement également, quand certains, comme le maire Bamba Fall de la Médina, commencer à appeler les autres militants pour qu'ils se réunissent autour de Khalifa Sall en vue de la prochaine élection présidentielle. Entendu dire qu'il n'est derrière aucun mouvement. Donc il a presque désavoué ces soutiens-là qui, quelque part, plébiscitaient sa candidature. Donc pour dire que s'il a été discret avant, n'affichant pas ses ambitions, jusqu'à avoir la mairie de Dakar, aujourd'hui, cette stratégie-là ne peut plus prévaloir. S'il a des ambitions présidentielles, s'il veut quelque part, comment ça s'appelle, être le candidat des socialistes à la prochaine présidentielle, il faut qu'il le dise très concrètement et qu'il se batte pour que cela puisse se faire. Voilà. Donc, une crise qui, c'est pas nouveau, hein? Non, le PS, pas une nouvelle crise, oui. Le PS a toujours été un parti de crise. Voilà, le PS, quand même, il faut le dire, de sa création, quand ils sont passés de BDS à UPS, de UPS, je ne sais pas, BDS, BPS, UPS jusqu'à PS, ça a toujours été un parti bouillonnant. Il y a toujours eu des scissions. Ça a toujours été un parti bouillonnant. Maintenant, les scissions
par moment et se sont faits, mais également des fusions ont été faites. Voilà, parce qu'on se rappelle l'expression de Senghor qui parlait de parti unifié. Donc quand on lui disait vous aviez un parti unique, il a dit moi j'ai un parti unifié, parce qu'il a eu entre-temps à absorber d'autres formations politiques pour continuer à arriver à ce parti qu'on appelle Parti socialiste depuis, je crois, leur congrès de 1974 ou 1976. Donc ce parti-là continue. Ce parti-là, à un moment donné, a été traversé par des crises, parce que Senghor parti, Abdou Diouf arrivant, il fallait qu'il soit accompagné par une jeune garde, parce qu'il y avait une vieille garde. C'est en ce moment que beaucoup de ces grands ténors du Parti socialiste de l'époque de Senghor ont commencé à s'éclipser tout doucement. Abdou Diouf arrivait à un tournant du fameux congrès de 1996, donc Ousmane Tanor Dieng est venu. N'oublions jamais que Khalifa Sall, dont on parle, a été un des pions essentiels de Ousmane Tanor Dieng. Et c'est l'un des éléments sur lesquels Tanor s'est reposé pour reconstruire ce parti socialiste après la défaite. Parce que Khalifa Sall était à l'Assemblée nationale entre 2001 et 2007 comme député, au même titre que d'autres socialistes. C'est après 2007 et 2009 qu'il avait un peu disparu des radars, parce que étant un consultant international travaillant pour des institutions, pour revenir en 2009 et aller aux élections. Et je demeure convaincu, comme le dit Mambiram, que beaucoup sont allés aux élections avec juste pour représenter le parti et non pas pour gagner. Ce qui s'est passé par la suite, les Dakarois ont plus sanctionné Karim Wade que voté pour la liste Benno Siggil Sénégal de l'époque. Mais maintenant, comme on dit, on peut ramasser une coquille vide et en faire de l'or. Khalifa Sall a ramassé la mairie de Dakar. Sur son premier mandat, il a fait des réalisations qui font que les Dakarois ont dit mais attendez, qui celui-là, il travaille, laissons-le travailler. Si maintenant on y greffe cette histoire de l'acte 3 de la décentralisation, de toutes les querelles qui existent entre des alliés de la mouvance présidentielle que sont l'APR et le Parti socialiste, et ça donne des éléments, des ingrédients pour que Khalifa Sall se présente en victime devant les Dakarois pour encore gagner en 2014 pour les locales. Parce que n'oublions pas, sur 19 communes du département de Dakar, la liste Tahaou Dakarou a remporté 16 communes, je crois. Et parmi les 16 communes, il y a une commune, Parcelles Assainies, qui était dirigée et qui est dirigée par un maire qui était libéral. Donc ça veut dire qu'il y a eu une alliance libéraux, socialistes, etc., qui a fait gagner Khalifa Sall. Est-ce que c'est là que sont nées ses ambitions présidentielles, ou est-ce que c'est à cause du discours de Tanor qui disait 2012 c'est ma dernière élection et je ne me représenterai plus? Dans tous les cas, pour moi, comme l'a dit Mambiran, quelque part, cette once de courage pour aller prendre le parti et avancer. Maintenant, l'appareil Parti socialiste est arrimé à la gestion du pouvoir de l'APR, alors que, au fond, certaines de ces identités, parce que moi je les appelle des identités, pensent que ce compagnonnage devra s'arrêter. Donc, tout le débat est là. Est-ce qu'on présente un candidat contre celui avec qui nous sommes en alliance dans la gestion du pouvoir, ou est-ce qu'on doit le soutenir? N'oublions pas que les socialistes ont toujours dit que le PS n'a jamais raté une élection présidentielle. C'est ce qui expliquait pourquoi ils se sont entêtés à aller présenter leur candidature au moment où Moustapha Niasse se présentait comme le candidat de l'opposition. Parce que si on fusionne les voix du Parti socialiste et de l'AFP, s'ils étaient sur une liste commune, Macky Sall ne serait pas au deuxième tour. Donc ça, pour dire qu'ils ont toujours clamé haut et fort qu'eux, ils veulent un candidat à une élection présidentielle et ils vont là-bas. Maintenant, ces remous-là, aujourd'hui, il faut également comprendre un peu le fonctionnement du Parti socialiste. Dans leur dernier congrès, ils ont réformé les textes pour dire, entre deux bureaux politiques et deux comités centraux ou deux secrétariats exécutifs, ils donnent la latitude au secrétaire général sur des grandes questions d'intérêt national de décider. Parce que ça, c'est inscrit dans leur texte. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Tanor dit « je vote oui » et que les gens disent derrière « nous votons non », est-ce qu'ils ne sont pas en porte-à-faux avec les textes qui les unissent? Parce que les partis politiques, ce sont des associations privées, mais ils sont régis par des textes, des règlements intérieurs et des statuts. Et dans le statut, ils donnent ce pouvoir au secrétaire général. Dans le même statut également, on dit
bon, ils ont une charte du militant. La charte du militant dit, bon, l'un des éléments ou l'un des points de cette charte, c'est de dire que le militant se doit de respecter les décisions issues des instances. Donc aujourd'hui, en posant ces actes, tous ceux qui appellent à voter non dans le Parti socialiste, au-delà de cette question d'héritage et de ce positionnement pour la succession du parti, sont en train de s'éloigner progressivement de l'appareil Parti socialiste. Et ils risquent quoi? Ce qu'ils risquent, c'est une exclusion, peut-être. Mais est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont prêts à aller à ce clash avec ces gens-là? Parce que n'oublions pas que Malick Noël Seck a dit moins que ça et il a été exclu. Peut-être on va dire que Malick Noël Seck c'est une brebis galeuse, mais Khalifa Sall c'est pas n'importe qui, Aïssata Tall c'est pas n'importe qui, Barthélémy Diaz c'est pas n'importe qui, et Bamba Fall c'est pas n'importe qui. Voici les 4 personnes, et même peut-être la 5e, Idrissa Diallo, maire de Dalifort, qui appellent à voter non. Donc aujourd'hui, moi je pense que le PS gagnerait à ramener le débat interne, et ça pour moi c'est la conséquence d'un manque de débat interne. On va dire que nous avons nos instances, mais si le débat ne se pose pas dans les instances, le débat se posera sur la place publique et ça se posera violemment comme ça s'est fait le samedi dernier. Et malheureusement, la conséquence, c'est avoir un parti en lambeaux et qui ne se relèvera pas peut-être de cette situation. Voilà, donc là m'a fait signe que le temps est assez réduit, donc nous allons terminer avec le dernier sujet, c'est la consolidation des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, donc qui n'ont pas donné de fruits escomptés, donc le résultat escompté plutôt. Alors, la Viviane Pampassi, qui est ministre de la fonction publique, qui s'est prononcée je tout réglé d'une baguette magique. Alors, ce sont les propos de Viviane Pampassi. Mambiram Ouach, ce discours est plutôt un discours bateau et en plus d'être un aveu d'échec. Oui, d'autant plus qu'on savait déjà qu'il n'avait pas de bâton magique, de baguette magique. Donc, dans tous les cas, je pense que le gouvernement a eu suffisamment de temps pour véritablement apporter des solutions aux revendications des enseignants. Si solution il existe. Je dois rappeler qu'entre les 2 tours de la dernière présidentielle, alors que les enseignants étaient au paroxysme de leur grève, le candidat Macky Sall avait envoyé des émissaires pour rencontrer les responsables des syndicats d'enseignants. Et c'est à l'issue de ces rencontres-là que les syndicalistes avaient décidé de remettre leur mouvement de grève. Si de 2012 à nos jours, le gouvernement n'a pas eu le temps suffisant pour étudier ces revendications des enseignants-là, c'est parce qu'il y a véritablement problème. Donc, vaut mieux dire directement aux enseignants que nous n'avons pas les moyens de solutionner vos revendications, de prendre l'opinion à témoin, de poser les questions, les préoccupations et de dire que c'est ce qu'on peut, ça on ne peut pas. Mais paraffer chaque année des protocoles d'accord avec les syndicalistes et l'année qui suit, les mêmes problèmes reviennent. Je pense que ça dénote d'un certain amateurisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants, leur principale revendication tourne autour des questions d'argent. Si le gouvernement estime que ces problèmes-là ne peuvent pas être solutionnés, il n'y a pas lieu de signer des protocoles qui feront espérer aux enseignants que leurs problèmes sont réglés, alors que tel n'est pas le cas. Donc c'est ce qui explique de mon point de vue que chaque année, nous constatons les mêmes séries de grèves, les mêmes revendications et les mêmes manifestations. Et le gouvernement disait signer des accords réalistes et réalisables. Pour le moment, ils disent qu'ils n'ont pas de baguette magique pour solutionner tout. C'est à se désoler, c'est vraiment un échec. Il faut vraiment être désolé de cette situation. Parce que ce qui me désole le plus, c'est, je prends exemple sur le président de la République, c'est un pur produit de l'école sénégalaise, l'école publique sénégalaise. Donc, s'il est passé par là où il est passé jusqu'à devenir président, il le doit en grande partie
à l'école publique sénégalaise. Et ils sont nombreux, ces cadres sénégalais, moi y compris, qui n'ont jamais fréquenté d'école privée de leur vie et qui ont fait tout leur parcours dans des écoles publiques. Donc aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous avons une situation très compliquée parce que soit c'est les enseignants qui demandent trop, soit c'est l'État qui ne veut pas assez faire ou beaucoup faire. Donc chacun appréciera, mais maintenant, pour moi, il faut s'entendre sur un minimum et voir comment étaler dans le temps le reste. Parce que dans tous les cas, chaque jour de grève, c'est un jour de perdu qui ne se rattrapera jamais. Et chaque temps perdu, c'est la conséquence, on le verra beaucoup plus tard avec les élèves. Parce que bon, nous, on a l'habitude d'entendre dire, vous entendez les élèves parler, vous avez envie d'entrer de plonger sous la table. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas un bon français, ils n'ont pas... Surtout, voilà, des étudiants. Ça, vous le regardez, sur le long terme, c'est les conséquences de toutes ces grèves qu'ils ont subies dans leur parcours. Donc aujourd'hui, il est temps que qui connaît un sursaut. Là, moi, à mon avis, il faudrait, parce que je pense qu'on avait parlé d'un consensus ou 2 années de trêve, je ne sais pas. Une fois, il y avait des assises de l'éducation où on avait posé cet acte en disant nous voulons un pacte social. Lequel pacte social consistait à permettre au gouvernement de voir quelle possibilité ils avaient de régler les problèmes posés par les différents corps syndicaux. Mais est-ce que ce pacte est respecté ou est-ce que c'est de nouvelles revendications? J'avoue que je n'ai pas très bien connaissance du contenu des revendications. Si on est dans les revendications prévues avant le pacte et qui ne le sont pas, on peut dire que la faute est du gouvernement. Si maintenant c'est de nouvelles revendications, dans ce cas, je dirais aux enseignants, arrivez d'abord à attendre qu'on règle les revendications que vous aviez déjà posées avant de poser de nouvelles. En tout cas, c'est des accords qui ont déjà été signés. Donc, effectivement, et c'est malheureux. Et vous allez terminer. Oui, je voulais juste ajouter que les enseignants, peut-être ils fondent leurs arguments sur ce référendum-ci, parce que quelque part, mobiliser 3 milliards pour une consultation dont les points auraient pu être traités au niveau de l'Assemblée nationale, pour pousser également les enseignants à dire qu'il y a de l'argent dans ce pays-là, mais on ne l'investit pas dans les priorités du Sénégal, n'est-ce pas? Et si à cela on ajoute chaque semaine ou chaque mois, on nous parle de pétrole qui a été découvert par-ci, du gaz qui a été découvert par ça, mais il est tout à fait normal que les enseignants demandent leur part de tout ça. Dans tous les cas, ce sera difficile présentement de faire croire aux enseignants que le Sénégal n'a pas les moyens de leur assurer ce qu'ils demandent. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Le pétrole, nous sommes à l'état d'exploration. D'exploitation. Attention. Voilà tout ce que je voulais dire. Non, jusqu'à présent, personne n'a parlé de pétrole qui coulait à flot et qui permettait au Sénégal d'engranger de l'argent. Mais je dis que chaque à plusieurs reprises, on a entendu dire que ceci a été trouvé, cela a été découvert, de gaz, de pétrole. De sorte que, quelque part, il est très difficile de faire croire aux Sénégalais qu'il n'y a absolument rien du tout. Et le référendum, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été même prévu dans la loi de finances de 2016. Donc, c'est parce que, quelque part, le président Macky Sall a voulu de ce référendum qu'il est aujourd'hui en train de l'organiser. Merci beaucoup, très chers invités. Donc, c'est la fin d'Actu en 7. Nous recevions aujourd'hui Bachir Fofana, il est journaliste. Merci. Merci. Merci également à Mambiram Ouach, journaliste à WolfNet, Wolf Quotidien. Merci. Restez en compagnie des programmes de Wolf TV. Rendez-vous est pris la semaine prochaine, toujours dans Actu en 7. Merci. Du côté de la régie, il y avait Mam Sidi Diop, Maria Magay. Restez donc en compagnie des programmes de Wolf TV. À toutes et à tous, excellente suite des programmes.